Mes parents m'ont fait dormir dans le garage pendant 7 ans pour que mon frère surdoué puisse avoir 2 chambres. 12 ans plus tard, maman a appelé, « Pouvons-nous rester avec toi ?» J'ai souri, le garage est disponible. Je m'appelle Mia Carter. J'ai 29 ans et 12 ans après avoir sorti mon dernier carton du garage de mes parents. Mon téléphone s'est allumé avec un numéro que je ne prenais presque plus jamais. Je l'ai fixé jusqu'à ce que la sonnerie s'arrête. Puis elle a recommencé. Au 3e appel, j'ai décroché. La voix à l'autre bout du fil semblait plus faible que dans mon souvenir. Leur maison avait été gravement endommagée lors d'une violente tempête de vent. Les inspections de l'assurance étaient retardées. La couverture temporaire de l'hôtel arrivait à expiration et ils avaient besoin d'un endroit où rester. Puis est venue la question que je n'aurais jamais imaginé entendre. Pouvons-nous rester chez toi pendant un moment ? J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine vers le garage indépendant derrière ma maison et j'ai presque ri. Pendant 7 ans, ce simple mot avait signifié quelque chose de très différent pour moi. Quand j'avais 10 ans, ma chambre est devenue une 2e pièce pour l'enfant surdoué de notre famille. Une chambre pour dormir, une autre pour étudier, pour les trophées, l'équipement. Et tout nouvel intérêt qui était censé nécessiter de l'espace. Mes affaires sont allées dans des bacs en plastique. Mon lit est devenu un lit pliant à côté d'un chauffe-eau. Chaque matin d'hiver, je m'habillais sous une ampoule nue suspendue pendant que tout le monde se réveillait à l'intérieur de la maison chauffée. Maintenant, les personnes qui avaient qualifié cet arrangement de pratique me demandaient l'asile. J'ai pressé mon pouce contre le bord du comptoir et j'ai prononcé la phrase que j'avais imaginée. Pendant des années. Vous pouvez venir. J'ai marqué une pause. Le garage est disponible. Il y a eu un silence. Et dans ce silence, j'ai réalisé quelque chose. Il croyait toujours appeler la même fille qui n'avait jamais été autorisée à fixer les conditions. Que arriverait-il quand il découvrirait qu'elle ne vivait plus ici ? Avant que je vous dise comment ils ont réagi et pourquoi ce garage est devenu la seule pièce dont personne dans ma famille ne pouvait s'arrêter de parler. Dites-moi quelle heure il est là où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Au moment où cet appel téléphonique est arrivé, j'avais construit ma vie d'adulte autour d'un principe. Un espace ne devrait jamais dire à une personne qu'elle a moins d'importance que les autres. L'ironie était que j'étais devenue inspectrice du code du bâtiment municipal à Spokane, dans l'État de Washington. Chaque semaine, je parcourais des locations, des rénovations, des sous-sols aménagés et des propriétés commerciales, vérifiant les sorties, la ventilation, le chauffage, l'installation électrique, la sécurité structurelle. Et si les propriétaires essayaient de qualifier quelque chose de chambre simplement parce qu'ils y avaient mis un matelas? La première fois que j'ai rejeté un espace de couchage non conforme sans chauffage adéquat ni sortie de secours. Je suis resté assise dans mon camion après, les 2 mains sur le volant. Je ne pensais pas aux propriétaires. Je pensais au garage où j'avais passé 7 ans. Selon les normes que j'appliquais chaque jour. La pièce que mes parents avaient appelée ma chambre n'aurait jamais pu être qualifiée comme telle. Cette carrière a changé plus que mon salaire. Elle m'a appris que les règles pouvaient protéger les personnes qui n'avaient aucun pouvoir dans une pièce. Elle m'a appris la différence entre l'inconfort et le danger, la générosité et l'obligation. L'accès et le droit acquis. À 27 ans. J'ai acheté un modeste bungalow de 2 chambres avec un garage indépendant à l'arrière de la propriété. J'ai passé 2 ans à améliorer l'endroit moi-même les week-ends. Le garage est resté principalement un atelier, mais contrairement à celui de mon enfance. Il était isolé, chauffé, sec. Correctement câblé et équipé d'une petite salle de bain car je l'utilisais parfois pour de longs projets de menuiserie. Il y avait aussi un canapé-lit légal. Ce n'était pas luxueux. Mais c'était plus propre et plus sûr que tout ce que l'on m'avait donné enfant. Mon amie la plus proche, Jenna Walsh, a un jour plaisanté en disant que j'étais devenue la femme qui pouvait se disputer avec un escalier pour violation du code. Elle était l'une des rares personnes à connaître toute l'histoire. Quand je lui ai parlé de l'appel, elle ne m'a pas immédiatement dit quoi faire. C'est pourquoi je lui faisais confiance.
Que veux-tu vraiment, a-t-elle demandé. Je veux savoir s'ils comprennent ce qu'ils ont fait. Et s'ils ne comprennent pas. Je veux qu'ils le comprennent. J'ai regardé vers le garage. Cette réponse m'a un peu effrayé parce que ce n'était pas le pardon qui parlait. Ce n'était pas la rage non plus. C'était quelque chose de plus froid et de beaucoup plus délibéré. Pendant des années, j'avais imaginé ma réponse comme une confrontation dramatique où je crierais enfin plus fort que tout le monde. Grandir m'a appris que crier n'était souvent qu'une autre façon de renoncer au contrôle. Le vrai contrôle consistait à décider des règles avant que quiconque ne franchisse la porte. Alors j'ai rappelé mes parents. Suzanne et Daniel Carter pouvaient rester pendant 30 jours. Je ne leur ferai pas payer de loyer pendant cette période. Ils pourraient utiliser l'espace invité du garage et la salle de bain attenante. Ils auraient accès à la cuisine et à la buanderie à des heures convenues. Mais ils n'auraient pas libre accès à mon bureau, ma chambre, mes documents ou mon véhicule. Personne d'autre ne pourrait rester sans ma permission. Aucun courrier ne pourrait être redirigé à mon adresse. Après 30 jours, nous réévaluerions l'arrangement. Ma mère m'a interrompu à mi-parcours. Mia, nous sommes tes parents. Avons-nous vraiment besoin de règles? Oui. Mais nous t'avons élevé. Les mots sont sortis si automatiquement que pendant une seconde, j'avais de nouveau 10 ans. Debout à côté des cartons de mes vêtements pendant que des adultes expliquaient pourquoi quelqu'un d'autre avait plus besoin de ma chambre que moi. Puis j'ai regardé l'insigne d'inspection posé sur ma table de cuisine. Et ceci est ma maison, ai-je dit. Ce sont les conditions. Mon père a finalement parlé. Nous acceptons. Cela aurait dû être la fin de la conversation. Au lieu de cela, ma mère a ajouté, je suis sûr qu'une fois sur place, nous pourrons trouver quelque chose de plus confortable. J'ai souri, même si elle ne pouvait pas me voir. Cette phrase m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ils avaient accepté les règles. Puis ils croyaient toujours que les règles impliquant Mia étaient temporaires. Ils sont arrivés 3 jours plus tard avec 2 valises, 4 bacs de rangement. Et l'expression de personnes qui s'attendaient à des difficultés, mais pas à l'humiliation. Mon père est sorti le premier de leur voiture de location. Ma mère a suivi, a regardé ma maison, puis le garage indépendant derrière. Tu étais sérieuse, a-t-elle demandé. Je le suis généralement. Elle a ri une fois comme si j'avais fait une mauvaise blague. Mia, allons. Nous pouvons prendre la chambre d'amis. Non. Qu'y a-t-il dedans? Mon bureau. Tu as un bureau au travail, et j'en ai un ici. Mon père a posé sa main sur son bras. Suzanne. Elle s'est dégagée. Je ne fais que demander. Je les ai conduits au garage. Il faisait chaud à l'intérieur. Il y avait des draps propres, 2 lampes de lecture, un petit réfrigérateur, une table, des étagères de rangement, une télévision et une salle de bain privée. Comparé à de nombreux arrangements de vie temporaires, c'était confortable. Comparé au garage qu'il m'avait donné, cela ressemblait à un studio de charme. Ma mère l'a remarqué immédiatement. Il y a du chauffage? Oui. Et une salle de bain? Oui. Mon père a passé sa main le long du mur isolé. Tu as fait tout ça? La plus grande partie. Pendant une demi-seconde, j'ai vu quelque chose comme de la fierté sur son visage. Puis ma mère a ouvert le placard sous l'évier et a dit, 30 jours, c'est long pour vivre ici. 7 ans avaient aussi été longs, mais je ne l'ai pas dit. Pas encore. Ce premier soir m'en a dit plus que n'importe quelle excuse n'aurait pu le faire. J'ai préparé le dîner et les ai invités à l'intérieur. Nous avions à peine commencé à manger quand le téléphone de ma mère a sonné. Elle a répondu immédiatement. Aaron, mon chéri. C'était ça, le ton. Je ne l'avais pas entendu depuis des années, pourtant mon corps l'a reconnu avant mon esprit. Elle a posé des questions sur son travail, s'il dormait assez. S'il avait reçu le colis qu'elle avait envoyé avant la tempête. Puis elle lui a parlé des dégâts de la maison et a dit. Ne t'inquiète pas pour nous. Ta sœur nous aide. Pas Mia. Ta sœur. Puis elle a baissé la voix, oubliant apparemment que j'étais à 1 mètre de là. Non, non, tu n'as pas besoin de venir.
Tu as trop de choses à faire. J'ai posé ma fourchette. Mon père l'a vu. Ma mère non. Après l'appel, j'ai demandé, as-tu demandé à Aaron si vous pouviez rester chez lui? Elle a cligné des yeux. Il est occupé. Moi aussi. C'est différent. Comment? Elle a hésité. Mon père fixait son assiette. Finalement, elle a dit, il n'a pas vraiment de place. Je savais par les médias sociaux qu'Aaron vivait seul dans une maison de ville de 3 chambres. Près de Portland. J'ai hoché la tête lentement. Donc, la personne qui avait autrefois besoin de 2 chambres n'a toujours pas une chambre de libre. Mia a prévenu mon père. C'était incroyable à quelle vitesse les anciens rôles revenaient. Aaron était protégé des désagréments. On s'attendait à ce que je les absorbe. Sauf que cette fois, c'est moi qui possédais la table. Je ne cherche pas la dispute, ai-je dit. Je collecte des informations. Ma mère m'a lancé un regard irrité. Tu fais toujours tout sonner comme une inspection. Des formations professionnelles. Le lendemain matin, j'ai trouvé ma mère debout dans mon bureau. La porte avait été fermée. Elle regardait les certificats encadrés sur le mur. Qu'est-ce que tu fais? Elle a sursauté. Je cherchais la salle de bain. La salle de bain est dans l'autre direction. Je me suis trompé. Ma maison faisait 900 pieds carrés. Personne ne pouvait se tromper à ce point. Je suis passé devant elle, j'ai ouvert plus grand la porte du bureau et j'ai montré le couloir. Une des règles était que cette pièce est privée. Son expression a changé instantanément. Pas de la honte, de l'agacement. Tu n'as pas besoin de me parler comme si j'étais une étrangère. Alors ne te comporte pas comme une invitée qui ignore les règles. Mon père est apparu derrière nous. Que s'est-il passé? Rien, a-t-elle dit. Apparemment, j'ai commis une faute grave en ouvrant une porte. Voilà, encore une fois. Le vieux tour de magie familiale. Transformer ma limite en une réaction excessive. Puis me faire justifier pourquoi j'en avais une. Je ne l'ai pas justifié. Au lieu de cela, j'ai pris la clé de rechange du bureau sur le crochet de la cuisine et je l'ai mise dans ma poche. Ce soir-là, j'ai imprimé l'accord de 30 jours dont nous avions discuté et je l'ai posé sur la table. Ma mère a fixé les lignes de signature. Tu ne peux pas être sérieuse. Je le suis. Mon père a lu chaque page, puis il a signé. Ma mère a fini par le faire aussi. Elle a appuyé si fort le stylo sur le papier que la pointe a failli le déchirer. Pendant 7 ans, personne ne m'avait jamais demandé si j'étais d'accord pour dormir dans un garage. Maintenant, ils avaient besoin de ma signature pour séjourner dans un. Ce fut le premier moment où j'ai compris la différence entre la revanche et la méchanceté. La méchanceté aurait été de leur donner ce qu'ils m'avaient donné. Ma réponse, du moins celle avec laquelle je pouvais vivre, consistait à leur donner quelque chose de plus sûr que ce que je n'avais jamais reçu. Et à refuser de m'excuser de leur faire vivre la position qu'ils m'avaient autrefois imposée. La vraie confrontation a commencé le 6e jour. Je suis rentré du travail et j'ai trouvé 3 sacs de courses sur mon comptoir de cuisine et ma mère en train de réorganiser mes placards. Je ne trouvais rien, a-t-elle dit. Tu aurais pu m'envoyer un message. Je ne devrais pas avoir besoin de permission pour ranger des courses. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Elle a ouvert un autre placard. Et honnêtement, tu devrais déplacer ces assiettes. Elles n'ont aucun sens ici. Je l'ai regardé réorganiser une maison dans laquelle elle vivait depuis moins d'1 semaine. Puis je me suis souvenu d'elle entrant dans le garage quand j'avais 14 ans et jetant une petite étagère que j'avais construite avec des chutes de bois parce qu'elle disait que ça avait l'air en désordre. Remets tout en place. Elle s'est retournée. Excuse-moi. Remets ma cuisine comme tu l'as trouvée. Son visage s'est durci. J'essaie d'aider. Non, tu essaies d'établir le contrôle. Mon père est entré de l'extérieur juste à temps pour entendre ça. Mia, ta mère a eu une semaine difficile. Moi aussi. Tu as une maison. Et elle a un endroit sur où dormir. Les mots ont atterri plus durement que je ne l'avais prévu. Ma mère a croisé les bras. Un endroit sûr.
C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Un garage? Je l'ai regardé. Finalement, elle m'avait elle-même tendu la perche. Oui, ai-je dit. Un garage chauffé et isolé avec une salle de bain privée, une installation électrique conforme. 2 sorties légales. Une détection de fumée et un lit. Je le sais parce que j'inspecte des espaces comme ça pour vivre. Elle m'a dévisagé. J'ai continué. Le garage dans lequel tu m'as mise n'avait rien de tout ça. Silence. Mon père a détourné le regard. Le visage de ma mère a changé, mais elle s'est vite reprise. C'était différent. Comment? Nous faisions de notre mieux. Vous aviez une maison de 4 chambres. Aaron avait besoin de calme. Il avait une chambre. Il était en avance. Donc je suis devenu un débarras. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors explique ce qui s'est passé. Elle a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Mon père a essayé. Ton frère avait des opportunités que nous ne voulions pas qu'il perde. Et quelles opportunités avez-vous décidé que je pouvais perdre? Il m'a regardé, puis m'a vraiment regardé. J'avais posé cette question sous une centaine de formes différentes quand j'étais enfant. Pourquoi ne pouvais-je pas étudier à l'intérieur? Pourquoi devais-je me changer près de la machine à laver? Pourquoi Aaron pouvait-il garder les 2 chambres quand des parents venaient en visite? Pourquoi tout le monde appelait ses passe-temps potentiels et les miens phase? Personne n'avait répondu parce que les enfants sans moyen de pression sont faciles à remettre à plus tard. Les adultes qui possèdent le toit sont plus difficiles à ignorer. Ma mère s'est assise. Tu t'en es bien sorti. Cette phrase a failli mettre fin à son séjour. J'ai senti quelque chose en moi devenir complètement immobile. Non, ai-je dit. Je suis devenu une réussite. Ce ne sont pas les mêmes choses. Elle a semblé surprise. Vous n'avez pas le droit d'utiliser le fait que j'ai survécu à vos décisions comme preuve que ces décisions étaient acceptables. Mon père a murmuré, Mia. Non, nous faisons ça maintenant. Je suis allé à mon bureau et je suis revenu avec un dossier jaune. À l'intérieur se trouvaient des copies de vieilles photos de famille, de documents scolaires. Et une poignée de papiers que j'avais pris en déménageant à 17 ans. Une photo montrait la première chambre d'Aaron avec un nouveau bureau et un ordinateur. Une autre montrait la pièce attenante après que mes parents l'aient convertie en salle d'enrichissement. Par terre se trouvait une pile de conteneurs en plastique. Les miens. J'ai placé la photo devant eux. Vous souvenez-vous de ce que vous lui avez acheté cette année-là? Ma mère n'a pas répondu. Un télescope, un ordinateur, de nouvelles étagères, un tutorat privé. Il postulait à un programme spécial. Je sais. Puis j'ai placé un de mes vieux formulaires scolaires à côté de la photo. Un professeur m'avait recommandé pour un cours d'été de dessin technique. En bas, de la main de ma mère. Il y avait une note le refusant parce que les frais étaient trop élevés. Les frais étaient de 85 $. Le même mois, selon un vieux reçu que j'avais gardé sans comprendre pourquoi. Ils avaient dépensé plus de 800 $ pour améliorer la 2e chambre d'Aaron. Mon père s'est frotté le front. Je n'étais pas au courant pour le cours. Tu as signé le formulaire. Il a baissé les yeux. Ça l'a arrêté. Je ne leur montrais pas ces papiers parce que j'avais besoin d'excuses. J'avais finalement arrêté d'attendre que des excuses réparent l'histoire. Je les leur montrais parce que je voulais que la mythologie familiale s'effondre. La mythologie disait qu'Aaron avait simplement besoin de plus. La mythologie disait que j'avais été indépendante. La mythologie disait que tout le monde sacrifiait également. Les preuves disaient le contraire. Ma mère a commencé à pleurer. Des années plus tôt, ses larmes m'auraient fait reculer. Cette fois, je lui ai tendu un mouchoir. Puis j'ai dit, il vous reste 24 jours selon notre accord. Elle m'a regardé comme si j'avais frappé la table. Tu comptes vraiment? J'ai compté 7 ans. Cette nuit-là, ils sont retournés au garage sans autre dispute. Et pour la première fois depuis leur arrivée. Personne ne m'a demandé de faire disparaître leur inconfort. Une semaine plus tard, Aaron m'a finalement appelé. Pas pour me demander comment j'allais,
pas pour demander si nos parents allaient bien. Il a appelé parce que maman lui avait dit que j'étais étrangement rigide. Tu les as mis dans le garage, a-t-il demandé. Je leur ai donné l'espace invité dans mon garage. C'est n'importe quoi, Mia. As-tu une chambre d'amis? Il s'est tu. J'ai attendu. Il a soupiré. Ce n'est pas la question. C'est devenu la question à la seconde où tu as appelé. J'ai du travail. Je voyage. Mon emploi du temps est imprévisible. Ils n'ont pas besoin que tu les divertisses. Mon appartement n'est pas fait pour eux. Tu as 3 chambres. Elles sont utilisées. J'ai presque souri. Utilisées pourquoi? L'une est mon bureau et l'autre. Une autre pause. Point équipement de musique. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Puis j'ai dit, ça me rappelle quelque chose. Il savait exactement ce que je voulais dire. Sa voix s'est faite plus vive. Ce n'est pas moi qui t'ai fait dormir dehors. Non, tu étais un enfant. Cela a semblé le surprendre. J'avais passé des années à blâmer Aaron parce que les enfants dirigent leur colère vers celui qui est le plus facile à voir. Mais il n'avait pas signé l'hypothèque. Il n'avait pas déplacé mon lit. Il n'avait pas décidé que ses intérêts étaient plus importants que mon confort de base. Pourtant, il était devenu un adulte qui s'attendait à ce que le même arrangement continue. Protéger le confort d'Aaron. Assigner le sacrifice à Mia. Tu as raison, ai-je dit. Tu ne l'as pas créé, mais tu bénéficies de la même règle en ce moment même. Quelle règle? Que ton espace a plus de valeur que le mien. Il a cessé d'argumenter. Plus tard dans la soirée, mon père a frappé à ma porte arrière et a demandé si nous pouvions parler. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Aaron a appelé, a-t-il dit. Je sais. Il a proposé d'envoyer de l'argent. À qui? À nous. J'ai ri une fois. Bien sûr qu'il l'avait fait. L'argent lui permettait d'aider sans rien changer. Mon père avait l'air honteux. Je lui ai dit de ne pas le faire. Cela a attiré mon attention. Pourquoi? Parce que tu avais raison. Je n'ai rien dit. Il a pris une longue inspiration. Nous avons toujours fait de toi la personne flexible. Si les plans changeaient, tu t'adaptais. Si l'argent était juste, tu attendais. Si ton frère avait besoin de quelque chose, tu comprenais. Après un certain temps, nous avons arrêté de nous demander si c'était juste parce que tu te débrouillais généralement. Ce n'était pas de la force. C'était du dressage. Il a hoché la tête lentement. Je le sais maintenant. Puis il a dit quelque chose que je n'attendais pas. Il y a autre chose que tu devrais savoir. Des années plus tôt, mes grands-parents avaient créé de modestes comptes d'études pour Aaron et moi. Je me souvenais en avoir entendu parler une fois. Mais quand j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, mes parents m'ont dit que le mien n'avait jamais assez grandi pour avoir de l'importance. J'ai travaillé pour payer mes études universitaires communautaires et j'ai ensuite obtenu des certifications tout en occupant 2 emplois. Mon père m'a dit que cette explication n'avait pas été vraie. Quand Aaron avait 16 ans, il avait été accepté dans un programme académique d'été coûteux suivi d'un coaching privé de préparation à l'université. Mes parents avaient utilisé la majeure partie de mon compte d'études pour le payer. J'ai fixé mon père. Combien? Il a nommé le montant. Ce n'était pas une somme qui changeait la vie maintenant. À 18 ans, cela aurait tout changé. J'ai pensé au travail de nuit en entrepôt, au trajet en bus. Le semestre où je n'ai suivi qu'un seul cours parce que je ne pouvais pas en payer 3. Le problème dentaire que j'ai ignoré pendant 11 mois parce que les frais de scolarité passaient en premier. Maman le savait? Oui. Et Aaron? Non. Pas à l'époque. Je me suis levé et je suis allé à l'évier parce que rester assis semblait soudainement impossible. Mon père a dit mon nom. Je me suis retourné. Quand aviez-vous l'intention de me le dire? Il n'avait pas de réponse. Cela est devenu le tournant. Le garage n'était plus le vrai problème. Le garage n'était que visible. Le schéma plus profond avait suivi l'argent.
Le lendemain matin, j'ai posé une nouvelle proposition sur la table de la cuisine. J'ai dit à mes parents qu'ils pouvaient rester jusqu'à ce que leur situation d'assurance soit résolue. Dans une limite raisonnable, mais seulement à 3 conditions. Premièrement, ils cesseraient de traiter ma maison comme une propriété familiale et respecteraient les limites sans débat. Deuxièmement, ils diraient à Aaron la vérité sur l'argent des études plutôt que de lui permettre de continuer à croire que ces opportunités n'avaient rien coûté à personne d'autre. Troisièmement, une fois leur règlement d'assurance arrivé, ils rembourseraient le montant retiré de mon compte d'études. Non pas parce que j'avais besoin d'être sauvé, mais parce que la restitution importait. Ma mère a explosé. Tu nous fais payer pour être tes parents maintenant? Non, je vous demande de rembourser l'argent qui m'appartenait. Nous l'avons dépensé pour l'éducation de ton frère. Cette phrase est tout le problème. Mon père a fermé les yeux. Ma mère s'est levée. Tu es devenue si froide. Non, ai-je dit. Je suis devenu cher à exploiter. Cela a réduit la pièce au silence. Elle a quitté la maison et est retournée au garage. Mon père est resté à table. Après plusieurs minutes, il a pris la proposition. Puis il l'a signée. Ma mère n'a pas signé pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, elle m'a à peine parlé. Elle se déplaçait dans la maison avec la dignité blessée de quelqu'un qui croyait que le fait d'être malheureux était la preuve que quelqu'un d'autre avait fait quelque chose de mal. Des années plus tôt, je l'aurais poursuivi, me serais expliqué. Aurais adouci mes mots et offert un compromis juste pour rétablir la paix. Cette fois, je suis allé travailler. Le 4e soir, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Aaron assis à ma table de cuisine. Maman l'avait appelé. Il avait l'air différent de la version de lui que je portais encore de l'enfance. Il avait 31 ans maintenant. N'était plus le prodige intouchable entouré de certificats et d'adultes prédisant des choses extraordinaires. Il avait l'air fatigué. Il y a quelque chose dont nous devons parler, a-t-il dit. Mes parents sont entrés derrière lui. Pendant une seconde terrifiante, l'ancien arrangement est revenu parfaitement. 3 personnes attendant que Mia se défende. Puis Aaron a fait glisser l'accord non signé vers notre mère. Signe-le. Elle l'a dévisagé. Quoi? Papa m'a parlé du compte. Son visage est devenu tout pâle. Aaron, c'était il y a longtemps. Le garage aussi. Je l'ai regardé. Il a continué, je ne savais pas Mia. Je te crois. Je savais qu'il me favorisait. Je ne savais pas ce que ça t'a coûté. Maman a interrompu. Nous investissions dans ton avenir. Aaron s'est tourné vers elle. À ses dépens. Tu avais un potentiel extraordinaire. Il a ri amèrement. Et elle n'en avait pas? Maman n'avait pas de réponse. Quelque chose a changé dans cette pièce. Pour la première fois, l'enfant qu'ils avaient élevé au-dessus de moi refusait le piédestal. Aaron m'a regardé à nouveau. Je pensais que tu me détestais. Je t'ai détesté pendant un certain temps. Il a hoché la tête. C'est logique. J'ai apprécié qu'il n'exige pas l'absolution. Puis il a dit quelque chose d'encore plus important. J'aimais aussi être le favori. Personne n'a bougé. Je ne l'ai pas créé, a-t-il continué. Mais une fois plus âgé. Je savais comment les choses fonctionnaient. Si j'avais besoin de quelque chose, il trouvait un moyen. Si tu avais besoin de quelque chose, il y avait toujours une raison d'attendre. Je ne l'ai jamais contesté parce que le contester aurait pu me coûter quelque chose. C'était la première excuse dans ma famille qui signifiait vraiment quelque chose pour moi. Non pas parce qu'elle était émotive, mais parce qu'elle nommait le bénéfice. Ma mère a recommencé à pleurer, mais cette fois, Aaron ne l'a pas réconfortée immédiatement. Maman, tu dois entendre ça. Elle a essuyé son visage. Nous t'avons tout donné. Non, a dit Aaron. Vous m'avez donné des choses qui nous appartenaient à tous. Mon père s'est assis lourdement. Personne n'a parlé pendant un moment. Finalement, ma mère m'a regardé. Si nous remboursons l'argent, sommes-nous quittes? Non. Elle a semblé presque offensée. Alors quel est l'intérêt?
L'intérêt est que les conséquences ne sont pas la même chose que le pardon. J'ai expliqué qu'il pourrait rembourser chaque dollar et que je pourrais quand même ne jamais avoir la relation parent-enfant qu'il voulait. La restitution n'achetait pas l'accès à moi. Une excuse n'effaçait pas la mémoire. Les aider après la tempête ne signifiait pas que je me portais volontaire pour devenir responsable de leur avenir. C'était la partie avec laquelle ils avaient le plus de mal. Mon père a compris le premier. Ma mère a mis plus de temps, mais finalement elle a pris le stylo. Elle a signé. Au cours des semaines suivantes, l'atmosphère a changé. Non pas parce que nous sommes soudainement devenus proches, mais parce que les règles ont cessé d'être négociables. Mes parents ont commencé à chercher sérieusement un logement temporaire plutôt que de supposer qu'ils pourraient rester indéfiniment. Ils ont rencontré leur assureur, documenté les pertes, réduit les dépenses inutiles et vendu une caravane de loisirs qu'ils gardaient en stock depuis des années. Ma mère s'est plainte de la vendre jusqu'à ce que mon père lui rappelle tranquillement que j'avais une fois vendu mon ordinateur portable pour couvrir un semestre de frais de scolarité. Elle a cessé de se plaindre. Ils m'ont transféré le premier versement de l'argent des études. J'ai longuement regardé la notification de la banque. Le montant lui-même ne m'a pas ému. Ce qui m'a affecté, c'est la ligne de mes mots. Remboursement à Mia. Pas cadeau, pas aide. Remboursement. Le langage comptait. Une semaine plus tard, ma mère a demandé si elle pouvait entrer et préparer le dîner. Elle a demandé. Ce seul mot signifiait plus que n'importe quel discours dramatique. Bien sûr, ai-je dit. Pendant que nous cuisinions, elle a remarqué une vieille cicatrice sur mon index, due à une coupure que je m'étais faite en travaillant dans un entrepôt pendant mes études. C'est arrivé au travail? Oui. Je ne savais pas que tu travaillais la nuit. Tu n'as jamais demandé. Elle a fermé les yeux brièvement. Je commence à réaliser qu'il y a des années entières de ta vie que je ne connais pas. C'est vrai. Je pensais que tu n'avais pas besoin de nous. J'ai posé le couteau. Non. Vous avez décidé que j'étais l'enfant qui avait besoin de moi parce que cela rendait la distribution plus facile. Elle a hoché la tête. Pour une fois, elle n'a pas argumenté. Puis elle a regardé par la fenêtre le garage. C'était vraiment si terrible? J'aurais pu la punir avec chaque souvenir que j'avais. Au lieu de cela, je lui en ai raconté un. Quand j'avais 13 ans, il y avait eu une vague de froid intense. Je me suis réveillé au milieu de la nuit et je pouvais voir mon souffle. Je suis entré et j'ai dormi sur le sol du couloir parce que j'avais peur d'avoir des ennuis si quelqu'un me trouvait sur le canapé. Ma mère a couvert sa bouche. Tu ne me l'as jamais dit. J'ai frappé à la porte de ta chambre. Son visage a changé. Elle s'est souvenue. C'est à ce moment-là que la dernière excuse a disparu. Non pas parce qu'elle est soudainement devenue mauvaise, mais parce qu'elle ne pouvait plus prétendre qu'elle n'avait pas été consciente. Je t'ai renvoyé dehors, a-t-elle murmuré. Oui. Elle s'est assise. Pendant longtemps, aucune de nous n'a parlé. Puis elle a dit, tu as fait installer le chauffage dans le garage pour nous? Oui. Même après ça? Oui. Ses yeux se sont à nouveau remplis de larmes. Pourquoi? Parce que je voulais que vous compreniez ce que vous aviez fait. Je ne voulais pas devenir vous. Cette phrase a mis fin à ma revanche. Pas le remboursement, pas le garage, pas l'accord. Cette phrase. Je m'étais prouvé à moi-même que le pouvoir n'exigeait pas la méchanceté. 43 jours après l'arrivée de mes parents. Leur compagnie d'assurance a financé un logement temporaire. Ils ont loué un petit appartement meublé à 10 minutes de là en attendant de décider s'ils allaient reconstruire ou vendre la propriété endommagée. Le matin de leur départ de ma maison, mon père a porté les valises à la voiture pendant que ma mère retirait les draps du canapé-lit. Quand elle est entrée, elle a posé la clé du garage sur mon comptoir de cuisine. Merci, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Puis elle a ajouté, et je suis désolé. J'ai attendu, la sauvant du silence. Elle a continué. Pas seulement pour le garage. Pour avoir fait de ton confort la chose la plus facile à sacrifier.
Pour avoir utilisé ton indépendance comme une excuse pour te donner moins. Pour avoir pris l'argent qui t'était destiné. Et pour avoir attendu de toi que tu nous aides maintenant sans reconnaître tout ça. C'était différent de dire, je suis désolé que tu te sois senti blessé. C'était différent de dire, nous avons fait de notre mieux. Elle nommait des choix. Mon père est entré et a posé une enveloppe à côté de la clé. Elle contenait un échéancier de remboursement pour le reste de l'argent des études. Ils avaient déjà organisé des virements mensuels automatiques. Tu n'as pas à nous faire confiance pour l'instant, a-t-il dit. Je sais. Nous allons le faire quand même. C'est comme ça que la confiance commence habituellement. Aaron et moi ne sommes pas devenus inséparables non plus. Cela aurait été une autre fin malhonnête. Nous avons commencé à parler occasionnellement, parfois maladroitement, parfois étonnamment bien. Il a converti la 3e chambre de sa maison de ville en une véritable chambre d'amis. La première fois que nos parents lui ont rendu visite. Il m'a envoyé une photo de 2 valises posées à côté du lit. Une chambre était apparemment suffisante, a-t-il texté. J'ai ri plus fort que prévu. Des mois plus tard, ma mère m'a demandé si je viendrais pour Thanksgiving. Remarquez la différence. Elle a demandé. Elle ne m'a pas dit à quelle heure arriver. Elle ne m'a pas assigné de plat à apporter. Elle n'a pas dit que tout le monde m'attendait. J'y suis allé. Non pas parce que tout avait été réparé. Parce que j'en avais envie. Cette distinction est devenue la leçon que j'ai tirée de toute cette expérience. Pendant des années. J'ai pensé que la justice ressemblerait à faire souffrir mes parents exactement comme j'avais souffert. Quand j'étais plus jeune, je les imaginais gelant dans un garage sombre et me comprenant enfin. Mais quand la vie m'a réellement donné ce pouvoir, j'ai découvert quelque chose de plus important. Répéter l'injustice ne corrige pas l'injustice. Cela ne fait que changer qui la contrôle. Alors oui, je les ai fait rester dans le garage. Mais je leur ai donné du chauffage. Je leur ai donné de l'intimité. Je leur ai donné un câblage sûr, une salle de bain, une literie propre et une date de fin claire. Tout ce que j'avais autrefois mérité. La revanche n'a jamais été de les rendre malheureux. La revanche était de refuser de me sacrifier à nouveau. C'était de faire en sorte que les personnes qui avaient autrefois contrôlé toutes les règles entrent dans ma vie selon des règles que j'avais choisies. C'était de forcer une famille qui avait survécu pendant des années grâce à des excuses commodes à regarder des documents. De l'argent, des schémas et des conséquences. C'était d'entendre l'enfant favori admettre enfin que le favoritisme l'avait avantagé. C'était de regarder mes parents rembourser de l'argent qu'ils s'étaient autrefois convaincus d'avoir. Tout à fait le droit de prendre. Plus important encore, c'était d'apprendre que les limites ne sont pas des punitions. Une limite dit, vous pouvez entrer dans ma vie, mais vous ne pouvez pas la posséder. La responsabilité dit. Je peux comprendre pourquoi vous avez fait un choix sans prétendre que le choix était anodin. L'éducation m'a donné le langage pour quelque chose que j'avais vécu bien avant de pouvoir l'expliquer. Le favoritisme répété peut façonner la confiance, les relations, la prise de décision et la compréhension d'une personne de ce qu'elle mérite. La connaissance utile n'est pas seulement ce que nous apprenons en classe ou en formation professionnelle. Parfois, l'éducation la plus importante est d'apprendre comment fonctionnent des relations saines. Comment le respect diffère de l'obéissance, comment la générosité diffère de l'effacement de soi. Et comment les excuses ne deviennent significatives que lorsque le comportement change avec elles. Mes parents ont finalement fini de rembourser l'argent des études. J'en ai utilisé une partie pour quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. J'ai entièrement rénové le garage indépendant. Pas pour eux. Pour moi. J'ai remplacé le vieux canapé lit, ajouté des rangements intégrés, agrandi les fenêtres. Installé une kitchenette adéquate et transformé l'espace en un petit atelier et une salle de lecture. Au-dessus du bureau, j'ai encadré le permis d'occupation original. Les gens me demandent parfois pourquoi j'ai gardé le garage au lieu de le démolir. Parce qu'il ne signifiait plus ce qu'il signifiait autrefois. Enfant, un garage était l'endroit où ma famille me mettait quand quelqu'un d'autre comptait plus. Adulte, il est devenu la preuve que je pouvais décider de ce qu'un espace signifiait. Qui y entrait et dans quelles conditions. C'est la partie des histoires de revanche que les gens oublient parfois.
Gagner ne signifie pas toujours regarder quelqu'un d'autre perdre. Parfois, gagner signifie que l'ancienne arme ne fonctionne plus sur vous. Mes parents ont perdu leur maison dans une tempête. Pendant une courte période, cette catastrophe a placé leur confort entre mes mains. J'aurais pu les humilier. J'aurais pu les refuser. J'aurais pu recréer chaque détail de mon enfance et appeler ça la justice. Au lieu de cela, je leur ai donné quelque chose qu'ils n'avaient pas réussi à me donner. La sécurité avec des limites. Et puis j'ai exigé quelque chose qu'ils avaient évité de me donner pendant 12 ans. La responsabilité sans excuse. Je ne dirai jamais que je suis reconnaissante pour ces 7 années dans le garage. La douleur n'a pas besoin de devenir un cadeau pour que nous soyons autorisés à la dépasser. Certaines expériences sont simplement injustes et prétendre le contraire peut devenir une autre façon de minimiser ce qui s'est passé. Mais je suis reconnaissante pour ce que j'ai finalement compris. Être compatissant n'exige pas de devenir disponible pour l'exploitation. Le pardon, s'il vient, n'élimine pas les conséquences. Les titres familiaux n'annulent pas les limites. Le succès ne prouve pas que la négligence était inoffensive. Et survivre à quelque chose ne signifie pas que les personnes qui l'ont causé peuvent s'attribuer le mérite de vous avoir rendu fort. Parfois. La réponse la plus puissante à une vieille injustice n'est pas une revanche au sens destructeur du terme. C'est de changer les règles en permanence. 12 ans plus tôt. Mes parents se tenaient dans une maison chaude pendant que j'apprenais le peu de contrôle que j'avais sur ma propre vie. 12 ans plus tard, ils se tenaient dans ma cuisine en demandant ce qui allait se passer ensuite. Cette fois, j'avais la réponse. Et cette fois, tout le monde a écouté. Alors, voici la question que je laisserai à quiconque regarde. Si les personnes qui vous ont autrefois appris que vos besoins passés en dernier dépendaient soudainement de vous, leur donneriez-vous le même traitement qu'elles vous ont donné? Ou leur montreriez-vous quelque chose de mieux tout en les faisant enfin affronter le coup de ce qu'elles ont fait? Pour moi, la réponse se trouvait derrière ma maison depuis le début. Le garage était disponible, mais l'ancienne Mia ne l'était pas. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.